Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine T'as vu, le magazine fait par les Master 2 de journalisme. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité et de la réforme qui a fait grand bruit cette semaine, la réforme des motards. Nous avons 2 reportages là-dessus. Nous allons aussi parler du nouveau site de partage, Bring Me My. Mais tout de suite, nous allons revenir sur le mois Octobre Rose et l'association Audemars Rose. La semaine dernière, vous avez découvert le challenge du ruban rouge dans le cadre d'Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Cette semaine, c'est Clémence qui est allée à la découverte de l'association Audemars Rose à Saint-Omer. Il y a 2 ans, des chefs d'entreprise originaires de Saint-Omer s'assemblaient pour récolter des fonds dédiés à la recherche, à la prévention du cancer du sein. L'association s'est bien sûr greffée à la campagne nationale d'Octobre Rose, mais sous sa déclinaison locale, Audemars Rose, qui concerne aujourd'hui près de 300 entreprises, parfois au-delà des frontières de l'Audomarois. Finalement, c'est un peu le chef d'entreprise qui est un peu le déclencheur. Alors, il y a des gens comme Répi qui sont présents, qui ont créé des objets, qui vendent des objets logotés Audemars Rose, dont une partie des bénéfices est reversée. Puis après, on a des entreprises qui disent, ben voilà, je mets l'ensemble de mon personnel en rose pour ce week-end, je vais acheter quelques goodies, je vais en reverser. Voilà, il n'y a pas une bonne idée, il n'y a que des très très bonnes idées et de nombreuses bonnes idées. L'association est le partenaire officiel du Centre régional de cancérologie d'Oscar Lambret, situé à Lille. Et pour cause, l'année dernière, elle a battu un record en lui versant la somme de 61 255 € de dons, du jamais vu pour une campagne locale. La visite de son directeur, le docteur Bernard Leclerc, était donc bien légitime. Avec un kinésithérapeute du centre, ils ont animé une conférence sur un thème qui déroute, sport et cancer. Au cours de cette conférence, on a montré qu'il y a des études très solides sur le plan scientifique qui montrent que toute personne atteinte d'un cancer doit avoir un certain niveau d'activité physique. Alors on ne parle pas de sport lorsqu'on est malade, on parle d'activité physique adaptée, c'est-à-dire justement de définir pour chaque personne, en tenant compte de ses particularités, un programme sur mesure qui va garantir qu'il ne va pas sombrer dans une sédentarité, une inactivité qui finit par se retourner contre lui finalement. C'était aussi l'occasion de discuter actualité de la cancérologie. Rappelons que le nombre de cas détectés chaque année a doublé sur ces 30 dernières années. Un mal que l'on affecte au vieillissement de la population et à nos modes de vie. Mais la recherche fait des progrès. Si je devais dire quelque chose à Madame la Ministre, c'est quelque chose dont elle est bien persuadée, c'est qu'actuellement, quand on dépense 100 € pour traiter le cancer, on n'en consacre qu'un seul pour le prévenir. Et je pense qu'il faut absolument développer les politiques de prévention, d'éducation de la population, de lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité. En prime, Audemars Rose avait pour sa 2e édition une marraine d'exception, la judokate et médaillée olympique Frédérique Jossigny. J'ai des copines, j'ai une maman, une grand-mère et je pense que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous et c'est arrivé à des amis à moi et je crois qu'aujourd'hui c'est important aussi de venir en soutien bien évidemment des femmes qui ont le cancer du sein, mais aussi de parler et d'enlever des fois un peu le tabou qu'il y a autour du cancer en général. Un village d'entreprises partenaires s'est tenu tout au long de son week-end de temps fort organisé au complexe Sénéo de Saint-Omer. On pouvait s'y procurer des roses, des écharpes et autres objets à l'effigie de l'association. Chacun a mis la main à la pâte avec des volontaires parfois très jeunes. Je m'ennuyais à la maison vu que j'avais un plâtre. Et après, je me suis dit, maman, elle peut être atteinte aussi de cette maladie. Donc, et ma grand-mère et tout ça. Alors je me suis dit, de ma façon, je vais faire en sorte que, voilà. 2 représentations du spectacle I Love Rock and Pop, produit par le Casino Barrière de Lille, étaient proposées pour la somme de 25 €. Elles ont attiré près de 2500 spectateurs. Le dimanche matin, on comptait 650 marcheurs et un convoi de plus de 400 motards venus pour le traditionnel lâcher de ballons. Mais ça ne s'arrête pas à la fin du mois. Audemars Rose organise des événements toute l'année dans l'Audomarois. Bonjour Clémence. Bonjour. Donc vous étiez présente ce week-end-là pour l'association Audemars Rose dans le cadre de Octobre Rose. Pardon. Oui, c'est bien ça. Il y avait bien sûr un village partenaire. Le but, c'est de récolter des dons qu'il dédie surtout
à la recherche. Et comme ils sont partenaires officiels du centre Oscar Lambret, il y avait monsieur Bernard Leclerc qui est venu faire une conférence. D'accord. Et une conférence, en fait, il parlait, et c'était pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein? Effectivement, il y a eu quelques actualités sur la recherche en cancérologie, mais le grand thème, c'était surtout sport et cancer, tout simplement parce que c'était les résultats d'une étude menée à Oscar Lambret, où ils ont choisi un nombre de malades. Les uns faisaient du sport pendant leur chimiothérapie et pas les autres, et on s'est rendu compte que ça avait des effets bénéfiques sur les effets secondaires. D'accord. Ben, merci beaucoup, Clémence. Et tout de suite, on continue avec... pardon, excusez-moi. La sécurité routière, et si on en parlait, et d'ailleurs on va en parler avec la nouvelle réforme des motards. Juliette Ganter et Marie Lemaire sont allées à chercher des explications. Moto, scooter, vélo, les deux roues sont souvent impliquées dans les accidents de la route. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures de protection. Obligation de porter un gilet réflectorisant et le port de gants pour les deux roues motorisées. Le commissaire Guillaume Tison détaille les raisons de ces mesures. L'accidentologie routière est d'une part une priorité, la lutte contre l'accidentologie est une priorité des pouvoirs publics en France, que les chiffres 2015 pour l'instant sont sur une tendance haussière des accidents et notamment des accidents mortels, et que pour ce faire les pouvoirs publics se doivent pour l'intérêt général de prendre des dispositions particulières sur ce type de phénomène. Depuis le début de l'année, dans le département du Nord, 4 personnes à bord d'un 2 roues motorisé ont perdu la vie. Rien qu'en septembre, on totalise 9 accidents impliquant ces véhicules en zone police, hors CRS et gendarmerie. Pour autant, la responsabilité n'incombe-t-elle qu'aux motards ? Non, je pense que c'est à l'État de mettre ce genre de mesures, tout comme le port du casque, tout comme la ceinture de sécurité en voiture. L'idée, c'est que oui, c'est le motard qui va souffrir en cas d'accident, mais après, c'est aussi la société qui va devoir payer les frais de santé, etc. Donc ça incombe à toute la société. Personnellement, c'est une mesure qui me paraît tout à fait en adéquation avec la sécurité routière. Certes, effectivement, ça va faire de nouvelles amendes, mais en même temps, les gens qu'à porter les gants, c'est quand même pas bien compliqué. Donc non, je pense pas que ce soit bombe à fric, comme on dit. Voilà. Et pourtant, les avis divergent. Je pense que le motard, à partir du moment où il chevauche sa moto, c'est à lui de prendre la décision, sa responsabilité de porter les équipements de sécurité qu'il pense nécessaires lors de sa conduite. C'est des mesures qui paraissent évidentes aujourd'hui. Le port de gants, c'est évident quand on est en moto, tout simplement en cas de chute. Le gilet jaune, en cas d'accident, je dirais pourquoi pas. C'est vrai que c'est une mesure complémentaire qui permettra d'éviter certains accidents, donc je pense que c'est bien. Éviter les accidents, une nécessité pour contrer les a priori sur les motards. Je pense que la grande majorité des motards sont respectueux. Après, les gens ont tendance à retenir forcément ceux qu'on voit rouler à toute vitesse, ceux qu'on voit ne pas respecter, etc. C'est cette image-là qu'on retient. Je ne pense pas que ce soit la majorité des motards. Et effectivement, le gilet jaune n'est pas en adéquation avec ce look, le motard, le cuir, etc. Après, est-ce que la sécurité vaut plus que le look ? J'aurais tendance à dire oui. Donc on va d'abord penser sécurité et dire que c'est une bonne mesure. Et ce look mythique continue à faire fantasmer. Cuir et grosses cylindrées font toujours autant rêver. Ça redevient à la mode dans le même esprit que le vintage, aussi bien sur l'habillement que certaines marques comme Triumph, Harley Davidson, qui ont cet engouement grâce à des séries, comme vous l'avez dit, comme Son of Anarchy, qui met en évidence les Harley. Donc oui, il y a une partie tendance. Ici, chez les gens, on est sur la moto de collection, donc la tendance, elle existe depuis plus de 50 ans, et on ne navigue pas forcément sur cette vague, mais effectivement, on va avoir une certaine clientèle sensible au vintage. Pourtant, la tendance vintage a du souci à se faire, car l'État a récemment annoncé la mise en place d'un contrôle technique obligatoire. Les motards n'ont pas fini d'être en colère. Bonjour Juliette. Bonjour Laurie. Donc, dans le reportage, nous avons constaté qu'il y a 4 motards depuis le début de l'année qui ont été tués sur les routes. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors en effet, on peut penser que depuis le début de l'année 2015, 4 motards tués donc, sur les routes dans le département du Nord, ça ne paraît pas énorme, mais il faut considérer que c'est donc en zone police, donc c'est-à-dire hors zone gendarmerie et aussi hors zone CRS qui couvre en fait toutes les autoroutes. À savoir aussi que ces 4 morts ne comptent pas non plus les morts en 2 roues en vélo. Donc comme ça paraît pas énorme, mais je pense que si on ajoute la zone gendarmerie et la zone CRS, tout de suite ça augmente le nombre. Et à savoir aussi que 9 accidents ont eu lieu rien que depuis le début du mois de septembre. Donc forcément ça grossit tout de suite le chiffre, sachant que les accidents en 2 roues sont souvent très violents et ont des graves conséquences.
Merci beaucoup Juliette Ganter. Et d'ailleurs, les motards ne sont pas contents et ils l'ont montré ce samedi à Lille lors d'une manifestation. Un reportage signé Anastasia Laguera et Mathilde Guillot. Samedi dernier, les moteurs ont rugi dans tout l'Hexagone, engendrant des bouchons dans certaines villes, mais aussi de nombreux curieux. En cause, une loi qui restreint la circulation des motards. La Confédération des motards en colère a manifesté contre la loi de transition énergétique votée le 17 août et qui prendra effet dès le 1er juillet 2016. Cette loi tendrait à exclure les véhicules les plus polluants. Ainsi, les 2 roues motorisées de plus de 15 ans ne pourront plus circuler à Paris. Une mesure qui a fait grogner des milliers de motards, craignant que le dispositif s'étende dans d'autres grandes villes. Alors aujourd'hui, on est là pour lutter contre les interdictions de circuler qui vont être faites aux véhicules d'avant 2000. On craint que cette loi soit prise un peu partout ailleurs, puisqu'on sait que Paris est une ville laboratoire. La liberté de circuler, c'est un droit fondamental de l'être humain. On sait maintenant que les usages de roues motorisées sont de plus en plus utilitaires. La moto, mais aussi le scooter, pour des raisons pratiques de temps, surtout puisque la vie est tellement chargée. Il faut gagner du temps dans les transports, il faut gagner du temps tout le temps. Le slogan arboré pour cette journée, la moto est une solution, pas une pollution. Ça va encore impacter les ménages à bas revenus qui n'ont que cette solution-là pour se déplacer. Tout moteur qui fonctionne pollue, ça on est entièrement conscient. Le seul souci, c'est que les moteurs diesel n'existent pas. La plus grande pollution à l'heure actuelle, c'est les particules fines produites par les véhicules diesel. Il n'existe pas de véhicules diesel. Et on sait par exemple qu'un 2 roues motorisé fait entre 7 à 10 000 km par an, contre 20 à 30 000 pour un automobile. Une idée partagée par certains automobilistes. Je trouve ça ridicule, plus ou moins. Les voitures font autant de pollution que les motos. On le voit encore en ce moment que Volkswagen, c'est pas la preuve. Donc je pense que c'est ridicule d'interdire les motos de rouler en ville. C'est pas pire qu'une voiture. Mais de la voiture ou de la moto, qui est réellement le plus polluant ? En 2012, Air Paris fait effectuer des recherches sur la pollution émise par les véhicules en ville, que ce soit sur le dioxyde d'azote, dit NOx, le CO2 ou encore le dioxyde de soufre, les résultats sont les mêmes. Les 2 roues y sont en dessous de la moyenne. En revanche, la quantité d'hydrocarbures émise explose les records. Ce que l'on peut retenir de ces études, c'est que les 2 roues ont une légère tendance à polluer plus que les voitures dites utilitaires. Mais en comparant les données, les voitures diesel sont loin devant du côté des pollueurs. Des études qui sont à prendre avec des pincettes, le modèle des 2 roues n'étant pas précisé. Donc Anastasia nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Anastasia. Bonjour Laurie. Donc en fait, là on voit les chiffres, les motos polluent plus que les voitures. Donc quels sont les légèrement, oui, mais quels sont les contre-arguments des motards justement pour dire que non, ils ne polluent pas plus? Alors en fait, les motards, ils ont expliqué que eux, par exemple, lorsqu'ils circulent en centre-ville, par exemple, rien que pour se garer, ils prennent déjà beaucoup moins de temps et les chemins, les distances sont plus courtes aussi. Et comme l'expliquait le représentant de la Fédération des motards dans le Nord, en fait, les particules émises par il y a peu de motos diesel et les particules sont émises en grande partie par les motos diesel en fait. D'accord. Merci beaucoup Anastasia Laguera. De rien. Et tout de suite un peu de partage avec le nouveau site Bring My, un nouveau site de particulier à particulier qui permet de récupérer un objet oublié ou un colis à récupérer sans vous ruiner. Un reportage de Camille Tombray et de Charlotte Benoît. En opposition au système capitaliste, l'économie de partage s'impose comme un nouveau mode de vie dans notre société. On connaît Uber, Airbnb, Trip and Drive ou encore Blablacar. Un dernier Lillois vient de se rajouter à la liste, toujours dans un esprit collaboratif, Bring Me My. Lancé à Lille il y a 3 mois, Bring Me My se veut novateur. Bring Me My, c'est un petit peu comme Blablacar, sauf qu'au lieu de transporter des gens, on va transporter exclusivement des colis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, l'expérience m'est venue du fait que je cherchais un vélo. J'en ai trouvé un qui était basé sur Paris. La personne devait le vendre absolument dans la semaine. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller le chercher parce que cette semaine-là, j'étais en déplacement. Et je suis resté frustré en fait, de ne pas pouvoir aller chercher ce vélo. Donc en fait, s'il s'était simplement inscrit sur Bring Me My, j'aurais pu me faire rapatrier ce vélo. Imaginez que vous avez oublié votre rechargeur d'ordinateur chez un ami à Lyon. Problème, vous vivez à Lille. Pas de panique, il suffit d'aller sur bringmemy.com, de vous inscrire et de remplir les renseignements demandés. Une fois votre recherche aboutie, sélectionnez la personne susceptible de vous ramener votre rechargeur à bon port, soit par mail, soit par téléphone. Et ce, même si vous vivez à l'étranger.
Il y a eu un trajet qui a fait Lille-Londres. Donc le Lille-Londres, c'est une personne à Londres qui s'appelle Michael, qui avait besoin de se faire livrer de la bière et du fromage parce que là-bas c'est un peu compliqué d'en trouver. Et donc il a fait ses courses au drive. La personne est passée au drive à récupérer, monter sur Londres avec son coffre plein en fait. Donc livré directement du drive. Et en échange, la personne est restée sur place en fait pour la nuit. Collaboratif et gratuit, le site prévoit tout de même une charte de confiance entre les particuliers. Mais je pense que sur une plateforme telle que Bring Me My, les utilisateurs seront de bonne foi parce que si vous avez fait la recherche à la base, c'est que vous vous sentez acteur du collaboratif et que vous n'avez pas forcément cet intérêt à chercher à monétiser à tout prix ce que vous allez faire. C'est aussi parce que vous avez une vision plus écologique, vous avez une vision plus économique et vous êtes quelqu'un, entre guillemets, de sympathique, quoi. Nous, on est vraiment partis de ce constat-là. Sympathique mais surtout serviable, Bring Me My pourrait bien un jour vous être indispensable. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurie. Alors donc, là, on voit surtout si nous, on veut récupérer un objet, on sait comment s'inscrire. Mais par exemple, si on veut rendre service, comment ça se passe en fait ? C'est la même chose, on va sur le site de bringmemy.com et en fait, en dessous de la page, on a, je ne sais plus l'intitulé exact, mais on peut cliquer là-dessus pour faire son compte. Et ensuite, on s'inscrit en tant qu'utilisateur pour rendre service. On met les trajets qu'on fait, la fréquence, et puis à partir de là, on pourra nous trouver plus facilement selon les critères qu'on demande. Merci beaucoup Charlotte. Et on termine cette édition avec la Happy Hacking Day, avec le rassemblement des meilleurs hackers de Lille. Le week-end dernier s'est tenue à la Pleine Image la 3e édition des Happy Hacking Days, un véritable hackathon made in Roubaix organisé par la start-up Click on Wall. Et dans le cadre de mes fonctions, je suis partie à New York l'année dernière, au mois de juin, et j'ai découvert le monde des hackathons. Donc c'est quoi un hackathon ? C'est on met des développeurs dans une salle informatique et ces développeurs, à un moment donné, on leur met un problème technique et ils ont 48 heures pour les résoudre. Et je me suis dit que ce serait génial de mêler en fait la partie technique des hackathons avec une partie un peu plus proche de la vraie vie, qui est la technique au service des gens. C'est-à-dire que la technique, c'est pas fait que pour résoudre des problèmes, ni pour en créer. Il y a le côté un peu diabolique, hein. On dit que les hackers, c'est des gens méchants qui viennent vous piquer vos données. Mais les hackers, c'est aussi des gens qui peuvent résoudre des problèmes qui vont vous servir au quotidien. Et donc l'idée des Happy Hacking Days est née en fait de cette volonté de vouloir vulgariser entre guillemets le monde de la technique et de pouvoir dire aux gens qu'en fait... tous ces informaticiens, ces geeks comme on les appelle, c'est des gens aussi qui sont sympas et qui sont capables de nous aider dans la vie au quotidien. Pendant 48 heures non-stop, des centaines de développeurs, artistes, créateurs et porteurs de projets vont développer des prototypes d'applications mobiles sur le thème Fun on the City. C'est la 3e édition du hackathon Happy Hacking Days. On reste toujours sur la même forme, c'est-à-dire sur la même idée de base, c'est le développement d'applications mobiles en 48 heures, avec l'idée d'avoir des prototypes qui soient fonctionnels. Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on change à chaque édition, c'est le thème. Et donc cette fois-ci, on est sur un thème qui est Fun in the City. Donc, on essaie de faire comprendre aux candidats que s'ils sortent eux-mêmes très excités par ce qu'ils ont développé en 48 heures, ils ont tout intérêt à continuer le développement de leur application et qu'il y a tout un réseau local qui est là pour les aider, pour les emmener, pourquoi pas, jusqu'à la création d'entreprises. Ce hackathon n'est pas seulement une compétition, il vise également le développement des startups. Je suis membre du jury à la fin du Happy Hacking Days. Autre chose, on organise des conférences pendant le hackathon. Donc aujourd'hui, moi, j'ai présenté l'innovation et l'open innovation, l'accompagnement des startups avec Orange. On a aussi une opération de code enfant qui s'appelle Supercodeur. Et donc, on a aussi des coachs salariés qui apprennent le code à nos enfants. On développe quelque chose qui s'appelle Fyodor. En fait, ça va être une application et aussi un matériel hardware. Donc ça va être une matrice de lettres, comme vous voyez là, que je suis en train de faire, qui va se poser sur les pianos de la SNCF pour permettre à des gens qui ne savent pas jouer du piano de pouvoir apprendre quelques morceaux et de pouvoir jouer peut-être à plusieurs personnes. Le Happy Hacking Days a attiré une centaine de participants de plus que l'an dernier, un concept qui semble avoir encore de beaux jours devant lui.
Donc c'était un reportage d'Azaria Anglionin, Vina Naudin et Charlotte Dumont. Azaria nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Azaria. Bonjour Laurie. Donc en fait la Hacking Day, comment on peut s'inscrire à la Hacking Day? Est-ce qu'il faut être très doué en informatique? Alors oui, en effet, il faut avoir des compétences, il faut savoir coder, il faut savoir programmer, il faut savoir utiliser une tablette graphique parce qu'il y a des graphistes sur les lieux. Et c'est tout simple en fait, il suffit de s'inscrire sur le site internet de la Happy Hacking Days et remplir le formulaire. Et donc ça se fait par groupe de 5 à 8 personnes. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez eu les résultats? Qui a gagné ce fameux challenge, pardon? Oui, c'est un groupe, c'est Virtual Art qui a remporté le prix du jury également. Donc, ils ont réalisé une application qui permet de partager des images, enfin des œuvres d'art, grâce à la réalité augmentée, pardon. Et donc, ça se fait sur le smartphone, évidemment. Et donc, ils ont remporté le prix du jury qui est, si je me souviens bien, ce sont des tablettes et également 5 scooters. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup, Azaria. Et c'est la fin de cette édition. Donc, retrouvez-nous pour une nouvelle édition la semaine prochaine. Et retrouvez-nous aussi sur le site du Media Lab. Bonne journée.